Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Début aujourd'hui de nos previews pour les playoffs NBA 2025. Des previews pour les plus fidèles d'entre vous qui auront peut-être un petit air de déjà-vu. Effectivement, on reprend la formule de 2024, à savoir des podcasts quotidiens à partir d'aujourd'hui et jusqu'aux playoffs. La formule reste la même, ce sont des podcasts centrés autour d'un constat, un constat implacable. Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre? Cette année, on a décidé de réduire le champ d'équipe. On avait parlé de 20 équipes la saison dernière. On s'est un petit peu calmé cette année. On a donc repris les 13 équipes du Power Ranking d'il y a quelques semaines. On a ôté les Mavs. Vous pouvez peut-être comprendre pourquoi, les Mavs qui sont même pas assurés d'être en playoff à l'heure actuelle. Et on a rajouté les Warriors et les Pistons dont il est question aujourd'hui. Ça nous donne 14 équipes pour les 14 prochains jours. Matt, comment ça va? On ouvre le bal avec les Pistons. Est-ce que tu as pas un petit peu de pression? Non, écoute, tout va bien. Moi, c'est une équipe que j'ai pas mal suivie. Du coup, c'est pour ça aussi que je pense que je les ai. Avec mes Sixers qui font une saison catastrophique, c'est vrai que j'ai dû un peu me rattacher à d'autres équipes. Et c'est vrai que c'était intéressant à suivre leur saison, l'évolution, le spacing apporté à Kate, tout ça dont on va pouvoir parler. Et vraiment une bonne saison, je trouve, de leur part et qui ont largement dépassé les attentes. Est-ce que c'est ton attachement à ton ex Tobias Harris? Aussi Matt qui expliquait cet intérêt pour les Pistons aussi. Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, Matt, aujourd'hui, on va donc dérouler petit à petit cette trame. Si vous nous avez découvert à l'occasion des derniers épisodes et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce concept de pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre? Je vais l'expliquer tout au long de l'épisode. Ce qui est sûr, c'est que on est sur 14 épisodes qui vont avoir tous une trame fixe, c'est-à-dire que ce que vous allez entendre comme structure aujourd'hui, cette structure sera répétée tout au long des 14 épisodes. Avant de vous présenter cette structure, un petit rappel, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur YouTube et sur votre plateforme de podcast préférée, que ça soit Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles partout. Les haters de la pause seront contents, pas de pause. On enchaîne du coup. Alors, présentation, Matt, il va y avoir 5 grandes catégories dans ces épisodes pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre. On démarrera par un bilan de la saison de l'équipe. On reviendra ensuite sur les 3 raisons pour lesquelles l'équipe ne gagnera pas le titre. Un motif d'espoir, parce qu'il faut être un petit peu positif. Le joueur clé pour la campagne de playoff hors superstar, donc ça ne sera pas Kate Cunningham dans cet épisode. Et enfin, on parlera du plancher-plafond pour cette équipe, en restant réaliste, hein, bien évidemment. Oui, si un astéroïde s'écrase sur le nord-est américain, peut-être que Boston ne sera plus là, mais quand même, il faut être réaliste. Les Pistons ne sont peut-être pas promis au titre. Matt, on démarre cette première des 5 rubriques, résumé de la saison des Pistons. Alors, on enregistre le 28 mars au soir, et les Pistons sont 5e à l'Est. Et au vu de leur classement, ils seront pas en dessous de la 6e place. Matt, est-ce que c'est pas complètement fou quand on voit que le over-under de cette équipe au début de la saison, il était à 25,5? Si, c'est complètement fou parce que c'est vrai que c'est ce qu'on disait en off. Ils ont largement dépassé les attentes. Quand on avait fait la preview, on les avait mis aller au maximum play-in, ce qui aurait été déjà, je pense, pour tout fan de Détroit, une saison réussie. Et là, être carrément en play-off sans passer par le play-in, pas loin finalement d'avoir même l'avantage du terrain, puisqu'ils sont 5e, mais ils sont pas si loin de la 4e place et il pourrait même l'arracher vu que là il reste encore quelques matchs avant la fin de la saison régulière. Donc c'est vrai que pour une fanbase qui, un peu comme les Kings, on va dire, qui ont connu vraiment des déboires. Bon, il y a quand même eu, ils n'ont pas eu la disette de nombre de séries de playoffs pendant X années. Ils ont quand même eu quelques années, quand il y a vu Andre Drummond, je me souviens, et Blake Griffin, ils avaient fait une série de playoffs. Mais bon, c'est quand même une équipe. Moi, je suis les NBA depuis 2011. Je les ai jamais connus. Bon, les Detroit Pistons ont toujours été dans le fin fond de la conférence Est. Donc, déjà, rien que pour leurs fans, on salue Ilias d'ailleurs. J'imagine qu'ils sont très contents de voir enfin leur équipe qualifiée en playoff. Et c'est vrai que il y a un peu, si on reprend un peu les mouvements déjà de l'intersaison, donc il y a eu énormément de changements. Hein. Déjà, ils ont changé de GM. Au revoir Troy Weaver et bonjour Trajan London. Du coup, donc ce nouveau GM a commencé à faire des changements, on va dire cohérents. Depuis la draft de Kate Cunningham, déjà on entend il faut apporter du spacing à Cade, puisqu'on le sait, c'est un peu ce meneur héliocentrique qu'on attend
un peu à la Luka Doncic, tout ça, toute proportion gardée évidemment, mais on attendait un peu ce genre de performance de la part du meneur de Détroit. Mais avec beaucoup de pivots, il y a eu beaucoup de tests un peu comme ça, 3-4 postes 5, des joueurs qui n'apportent pas vraiment de spacing. Du coup, le front office s'est dit il faut qu'on apporte du shooting pour aider Cade Cunningham. Donc c'est ce qui a été fait. Il y a plusieurs joueurs qui ont été signés avec le Cap Space, donc notamment il y a eu Tobias Harris qui a été ramené pour 20 millions à 100. Alors moi je le connais bien, hein, Tobias Harris, vu qu'il est au Sixers, c'est pas non plus le spacer de folie, mais comparé à ce qu'avait Détroit, on va dire, il rend service. C'est un joueur en plus vétéran, j'imagine ça apporte de la stabilité aussi au vestiaire. Je sais que les insiders des Sixers disaient souvent ça, que Tobias Harris apporte de la stabilité dans le vestiaire. Mais surtout, moi, je trouve la signature qui a été la plus importante et qui s'est vraiment traduite sur le terrain cette année, c'est Malik Beasley, qui a été signé en plus pour pas cher, je crois, aux alentours de 6-8 millions la saison. Alors, il a signé que pour 1 an, mais en tout cas, sa saison, c'est une vraie réussite. Alors là, il n'est pas titulaire, il sort du banc, mais il a 25-30 minutes de temps de jeu, ça dépend des matchs, mais c'est surtout, il fait une excellente saison, hein. Il fait même de ses meilleures saisons en carrière. Et là où à Milwaukee, en fait, où il était beaucoup utilisé en spot-up shooter la saison dernière, c'est vrai que cette année, le coaching staff, on aura l'occasion, je pense, de reparler de Bickerstaff, mais il a un peu mis plus dans des shoots en mouvement, à l'utiliser sur des dribble end-off. Et c'est vrai que le shoot à 3 points est excellent pour lui cette année. Et l'utiliser de manière un peu plus dynamique, je trouve, ce qu'il faut savoir, c'est que le shoot à 3 points, c'est pas juste on rentre un spot-up shooter, d'utiliser de manière dynamique, ça ouvre des choses aussi pour l'équipe, et je pense que ça, c'est ultra important. Donc voilà, il y a eu aussi il y a eu le rookie Ron Holland qui est arrivé, donc un début de saison poussif, je trouvais, de sa part. Mais dernièrement, j'aime bien ce qu'il fait. Alors lui, il n'y a pas trop de shoot à 3 points, mais on va dire que c'est plus dans le drive. Et dernièrement, je trouve que ça a commencé à se débloquer. Et puis on a eu aussi le trade de Tim Hardaway Jr. Alors c'est vrai que moi, j'avais pas trop compris pourquoi parce que c'est le trade avec Quentin Grimes. Moi, j'avais pas trop compris au début, parce que je trouvais que Quentin Grimes, par rapport à son âge, se fitait bien avec la timeline des Pistons. Bon, du coup, ils ont décidé de trader pour Tim Hardaway, qui lui aussi quand même fait une bonne saison, apporte du spacing. On voit souvent des systèmes qui sont pareil utilisés en sortie d'écran pour lui. Et pareil, il rentre ses shoots, et vraiment, on peut dire que c'est une réussite pour tous ces joueurs-là. Cade Cunningham, du coup, je trouve que peut-être qu'on en fait beaucoup, dans le sens où je trouve pas non plus qu'il fait une saison... Matt, il a peur que je suis là, donc il dit ça. Non, mais c'est vrai, parce que moi, j'aime beaucoup sa saison, mais en fait, je pense que sa saison dernière aussi était bonne, mais quand tu regardes les chiffres, il y a une petite progression, mais il n'y a pas une progression folle. Quand je vois qu'il peut être MIP, ça m'étonne un peu quand même, parce que s'il y a une progression, mais c'est pas non plus si fou que ça. Je pense que c'est le contexte qui a énormément progressé, comme j'ai dit, le spacing, tout ça, le coaching staff aussi qui a apporté des systèmes un peu plus dynamiques pour le dynamiser. On va dire que ça exploite toutes ses qualités de playmaking, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il est sur le terrain, on arrive à avoir une équipe de Détroit qui performe. Mais je pense que le joueur en lui-même n'a pas progressé tant que ça. Je suis assez d'accord, et j'aime bien le fait que tu aies insisté sur l'apport des vétérans, parce qu'on parle un peu de cette entre guillemets jeune équipe de Détroit, mais quand on regarde en termes au niveau des totaux, au niveau des minutes jouées, certes Cade est numéro 1 global sur la saison, mais numéro 2 c'est Tobias Harris, numéro 3 c'est Malik Beasley, numéro 4 c'est Tim Hardaway Jr. Donc l'apport de ces vétérans était ultra important. Je vais pas te griller certaines parties sur Tobias Harris, je vais peut-être parler beaucoup de Malik Beasley qui a fait une grosse saison du côté des Bucks, qui mettait tout, et là qui met encore plus tout. On en avait parlé. Cade a jamais eu un mec qui est capable de shooter, et tu l'as dit, il y a cette dimension. Mike Beasley, il y a cette dimension tir, mais il y a cette dimension aussi athlétique. C'est un très fort athlète, en fait, Mike Beasley. Ça, c'est un peu sous-estimé. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Les apports ont été très intéressants, et le taf de Bickerstaff, on aime bien lui taper dessus, mais je pense que maintenant, il a prouvé qu'en termes de coaching en saison régulière, il apporte un plancher qui est assez élevé, quoi. Ces équipes en saison régulière taffent en général. Oui, moi, je sais que quand il était à Cleveland, je pense que c'est plus le step au-dessus quand il est en playoff, que peut-être ça commence un peu à coincer au niveau des ajustements, mais quand il s'agit de mettre un système en place, je trouve qu'il est bon. À Cleveland, il a vraiment montré des choses intéressantes.
les Pistons avaient pris Monty Williams en pensant, j'imagine un peu ce résultat-là, ça a été vraiment tout le contraire, c'était vraiment une saison catastrophique. Même Monty Williams commençait à être perdu sur le terrain. J'arrive même à me demander si finalement c'est pas l'apport de Chris Paul quand il était au Suns qui fait qu'il était un peu labellisé bon coach, parce que c'est vrai que quand on a vu là le résultat, alors que quand même il avait Kate Cunningham, alors certes le roster avait pas un aussi bon spacing, mais bon, Bickerstaff en tout cas a apporté vraiment du dynamisme, je trouve, dans cette attaque, avec souvent des systèmes assez simples. Il y a notamment le système en pistol, donc j'explique aux auditeurs parce que comme ça va pas trop parler. En fait, c'est simplement on a un pick and roll avec un corner vide qui est fait sur le côté, et en fait ça permet à Kate déjà d'arriver lancé, et avec le corner vide en fait ça permet de pas avoir une aide directe, donc ce qui fait que vu qu'il n'a pas un premier pas dévastateur, en fait, ça l'aide à créer un premier décalage. Et on le sait, la grande force de Kate depuis qu'il est en NBA, s'il y a bien un truc où il est fort, c'est le playmaking. Et ce qui lui manquait, c'est d'exploiter ce playmaking-là. Et je trouve que Bickerstaff, par ce genre de système, a réussi un peu à lui faciliter la vie. Donc c'est ça qui est positif. Et il y a aussi une autre chose, je trouve, c'est que les Pistons ont un peu une saison à deux vitesses. En fait, avant le 1er janvier, si on prend un peu les chiffres, c'était une équipe qui était dans les 10 derniers en net rating. Ils étaient même pas loin de mes Sixers. Donc, c'est-à-dire que quand t'es pas loin des Sixers cette année, c'est pas du tout positif. Mais l'attaque, était 18e. Je vais y revenir après, mais ça a pas trop bougé. Mais c'est surtout la défense, en fait, qui était 22e. Et il y a eu un vrai step-up après le 1er janvier où ils sont 5e aujourd'hui de NBA en termes de net rating. Alors, ils sont passés de la 18e à la 14e attaque. Donc là-dessus, comme j'ai dit, ça n'a pas vraiment bougé. Par contre, là où ça a bougé, c'est la défense. Ils sont deuxième meilleure défense de NBA depuis quand même janvier 2025, ce qui est quand même un gros sample. Ce qui veut dire que ça traduit bien quand même que cette équipe a vraiment performé. Quand tu regardes un peu les 4 four factors, donc ce qui permet d'évaluer un peu une équipe NBA, où il y a l'adresse, le turnover provoqué, les rebonds, et aussi les lancers francs provoqués, en fait, ils sont bons dans 3 des 4. Là où ils sont mauvais, c'est ils concèdent beaucoup de lancers francs, mais les 3 autres parties des four factors, ils sont très très bons là-dedans. Et notamment, ils ont fait un énorme step-up sur la provocation de turnover. Et c'est vrai que quand tu regardes les matchs, tu vois qu'ils ont beaucoup de schémas agressifs, avec Jalen Duren qui est pas un pivot très élite dans la couverture de drop. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils le font edge. C'est simplement, ils le font monter plus haut au niveau de l'écran. Et vu que Détroit a beaucoup d'athlètes comme Ozar Thompson, même Tobias Harris, qui sont grands, en fait, eux, ils ferment la peinture. Et ce qui fait qu'en fait, ils préfèrent concéder des tirs à 3 points. D'ailleurs, quand on va voir, c'est une des équipes qui concède le plus de tirs à 3 points. Ils préfèrent laisser ces tirs-là, mais par contre, ils concèdent très très peu de tirs au panier, ce qui explique pourquoi ils sont aussi performants en défense. Et il y a aussi autre chose, il y a un joueur dont j'ai pas parlé, c'est Jaden Ivey. En fait, il était là la première partie de saison. Il s'est blessé justement le 1er janvier. Alors, je sais pas si c'est un petit peu lié le fait que les Pistons ont mieux performé. Et il y a aussi Ozar Thompson qui était blessé. Il est revenu en novembre. Et du coup, quand Jaden Ivey s'est blessé, en fait, ils l'ont fait starter à partir du 1er janvier. Donc, ce qui peut aussi expliquer pourquoi les Pistons ont été plus performants en défense. Et je suis complètement d'accord avec toi avec cette volonté de fermer le cercle, ce qui est une révolution par rapport aux Pistons des saisons dernières qui avaient quand même l'habitude de se faire ouvrir au cercle par à peu près toutes les équipes qui passaient face à eux. Et là, il y a vraiment cette volonté de s'appuyer sur ces athlètes. Ça, c'est une espèce de refrain qu'on va entendre dans beaucoup d'épisodes, je pense, d'équipes qui s'appuient sur le côté athlétique de leurs joueurs pour construire des défenses. Matt, est-ce que tu as un truc à rajouter sur la saison des Pistons ou est-ce qu'on enchaîne par la mauvaise partie pour les fans des Pistons, c'est pourquoi ils gagneront pas le titre? Oui, on peut enchaîner. Eh bien, on va démarrer, Matt, avec la première de tes 3 raisons, c'est donc le supporting cast. Alors, on l'a encensé sur le début de cet épisode, mais il faut se rendre à l'évidence. En playoff, on va passer un step et on est peut-être face à ce que tu as appelé des one-way players qui ont donc un impact sur un seul côté du terrain. Oui, en fait, je trouve que c'est peut-être un peu le problème, c'est que alors là, ça marche bien en saison régulière, mais c'est vrai qu'en playoff, on va forcément en demander plus à ces joueurs-là. Souvent, quand on évalue un supporting cast, il faut des joueurs two-way généralement, puisque le basket, c'est pas comme la NFL où on a une escouade offensive et une escouade défensive. Là, il faut être performant des deux côtés du terrain. Donc du coup, c'est un peu moi ce qui me pose problème, parce que c'est vrai qu'en dehors, on va dire, allez,
de Tobias Harris qui peut à peu près bien faire les deux, c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup avec des joueurs un peu trop one-way. Si je prends par exemple Tim Hardaway, Malik Beasley, ça va plus être des joueurs offensifs et pas des joueurs défensifs. Et à contrario, les Ozar Thompson, Ron Holland, Paul Reed aussi, même Jalen Duren qui peut être... Bon, j'aime bien quand il est utilisé en attaque, dans son passing, tout ça, mais ça peut être un peu problématique. C'est plus un joueur un peu one-way et c'est vrai que ça me pose un peu des questions. Quel line-up va être fait par Bickerstaff? Je sais que par exemple, il aime bien starter avec Osar Thompson, mais le fait que Détroit ne soit pas aussi performant en attaque, je pense que ça pose aussi des problèmes. Le fait d'avoir Jalen Duren qui est un non-shooter, plus Osar Thompson qui est un non-shooter, je pense que ça peut vraiment poser des problèmes à Détroit en playoff où on voit souvent les équipes, ils ignorent en fait les non-shooters. Donc là, si tu en as deux sur le terrain, je pense que ça va être très compliqué. Donc va falloir trouver un peu une formule. Parce que si tu veux être performant en attaque, ça voudra dire qu'il faut peut-être faire rentrer Malik Beasley ou Tim Hardaway. Mais alors dans ce cas-là, tu vas perdre en défense, qui fait ta force. Et à l'inverse, tu veux de la défense, qu'est-ce qui va venir de ton attaque? Donc c'est là-dessus où je pense que ça peut être négatif pour eux. Je te rejoins complètement. On peut citer aussi Cade. Alors, oui, je vais défendre Cade qui a pour lui la taille, ce qui fait que ça, c'est certes pas le plus grand des défenseurs, mais il a pour lui le fait d'être assez grand. Il a beau être un petit peu, on va dire, naïf sur certains pick and roll, je trouve, ça peut être un avantage. Même si je grille pas ton deuxième point, mais il y aura la question de sa capacité à rester efficace en défense quand sa charge offensive est assez démentielle. Matt, du coup, c'est quoi le 5 selon toi qui a le meilleur équilibre du coup? Parce que tu l'as dit, bon, on part du principe que dans n'importe quel 5 de Détroit, pour finir un match, on va dire, de playoff serré, tu auras forcément Cade, tu auras forcément Tobias Harris, tu auras forcément Jalen Duren. Tu fais quoi ensuite? Vu sa saison, ça semble difficile de se priver de Malik Beasley aussi. Donc, ça te laisse Malik Beasley, tu fais le choix entre Ozar Thompson, c'est ça? Selon toi, on s'achemine vers ça? Ouais, je pense. Alors quand tu vas voir le 5 qui a le mieux performé, c'est Cade, il y a Osar, il y a Tim Hardaway, il y a Tobias Harris et Jalen Duren. C'est un 5 qui a joué quasiment 1000 minutes, donc c'est un assez bon sample. Et il a performé à plus 7 de net rating, donc ce qui est bon. Mais par contre, c'est vrai que quand tu vas voir les chiffres, c'est pareil. En défense, c'est très bon. Ils sont à 108 points par 100 possessions. Par contre, en attaque, c'est 116. C'est plutôt moyen. Parce que, comme je disais, je pense que le problème de Osar Thompson qui t'apporte pas de spacing, ce sera vraiment problématique. Après, le truc, c'est que je pense qu'ils vont fonctionner un peu par match-up. Si ils ont par exemple, un très fort guard, je prends un exemple, Jalen Bronson à stopper, j'imagine très bien qu'ils mettront plutôt Osar Thompson. On sait que c'est un peu l'archétype qui peut le gêner. Et s'ils ont besoin de plus de spacing, de plus d'attaque, ce sera Malik Beasley. Donc je pense que ça va se jouer entre les deux. Ce sera soit Osar Thompson, soit Malik Beasley. Il faudra voir comment Bickerstaff s'ajuste. C'est peut-être là où il peut un peu poser problème, parce que je me souviens la série des Knicks contre les Cavs, où les Cavs, ils avaient ce gros problème de spacing avec Mobley et Allen. Et c'est vrai que Bickerstaff, il avait mis, c'était même pas trop ajusté. Hein. C'est un peu le problème. Il se base beaucoup sur ce qui a marché en saison régulière, et il reste un peu là-dessus, quoi. Si tu as rien à rajouter, Matt, on peut enchaîner avec ton deuxième point, l'absence de lieutenant crédible pour Cade Cunningham. Alors effectivement, on a beaucoup parlé de Cade qui s'impose et qui a un joueur marquant NBA, mais vous avez entendu la liste des joueurs que l'on a cités depuis le début. Il n'y a peut-être pas de deuxième option, voire de troisième option crédible dans une poursuite du titre. C'est le gros problème, ouais. Moi, je pense que là, à part Cade, finalement, je pense que normalement, ça aurait dû être Jaden Ivey qui aurait dû être la seconde option, puisque c'est souvent le second porteur de balle quand les deux jouent ensemble. Le problème, c'est que Jaden Ivey s'est fait une fracture tibia péronée en début janvier. Alors, j'ai vu qu'apparemment, là, il refaisait un peu de session d'entraînement, mais apparemment, il n'y a toujours pas d'entraînement avec contact, 5 contre 5. Donc ça me paraît quand même très peu probable qu'il soit là, sachant que les playoffs démarrent dans 15 jours, 3 semaines. Ce sera très compliqué en plus de l'intégrer directement, qu'il ait une grosse production. Donc moi, je serais même pas étonné qu'il soit du coup out pour la saison, même si on n'a pas vu d'update. Mais du coup, sans Jaden Ivey, c'est vrai que ça paraît compliqué d'avoir une seconde option. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont signé Dennis Schroeder. Enfin, à la trade deadline,
Ils ont tradé pour Schroeder qui peut un peu dépanner. Bon, il est souvent utilisé dans son rôle qu'il aime bien de 6e homme. Le problème, c'est que Cade et Schroeder en même temps sur le terrain, ça me pose un peu des problèmes. Je pense qu'il peut un peu y avoir des problèmes de spacing. Leur défense, on y reviendra après, mais même s'il est pas mauvais, mais je pense qu'il peut être ciblé. C'est un joueur de petite taille et l'avantage qu'a Détroit, c'est que c'est quand même, ils ont que des joueurs de grande taille, donc ils perdraient aussi un peu là-dessus. Donc Schroeder, peut-être qu'ils laisseront à plus gros volume, mais moi je le verrais bien plutôt en sortie de banc. Donc c'est vrai que ça laisse très peu de joueurs. Et puis quand tu regardes un peu le usage de tous les joueurs, en fait, bon, t'as Cade qui a un usage monstrueux, qui a 36,5, même le offensive load, c'est une stat de Ben Taylor qui prend en fait toutes les actions dans lesquelles sont impliqués les joueurs. Cade, il est 4e de NBA. Il est avec des joueurs comme Luka Doncic, Jalen Brunson, enfin tous les joueurs héliocentriques. Et je suis allé un peu regarder, et en fait, le deuxième joueur de Détroit, c'est Dennis Schroeder, mais on passe, il est 60e de NBA. Et si par exemple on prend un titulaire comme Tobias Harris, puisque bon, tu dis il est titulaire, peut-être qu'il pourrait prendre un peu le relais, mais Tobias Harris, il est 200e au offensive load. Donc ça pose vraiment, je trouve, de gros problèmes. Qui va prendre vraiment le relais, quoi? C'est vraiment la grosse question. Je suis totalement d'accord avec toi. Si tu prends, bon, je vais pas te paraphraser, mais c'est l'usage rate de Basketball Index. Donc, du coup, l'usage, rappelons, c'est le fait de finir les actions. En gros, Cade est avec un groupe de 6 joueurs qui sont tous à plus de 33, c'est-à-dire qu'ils finissent quand même 33% des possessions de leur équipe, un tiers des possessions, c'est quand même costaud. Dans ce groupe de 6, on a LaMelo Ball, Giannis, Shea, Luka, Paolo Banchero. En gros, t'as que des mecs des H20 ou un joueur qui n'a pas joué les playoffs avec LaMelo ou Banchero, il y a des grosses questions sur sa viabilité en playoffs. Donc, Cade a un rôle qui peut-être pourra assumer en playoffs, mais quand tu as un tel niveau d'implication, il faut déjà que Cade réussisse dans un premier temps à pouvoir conserver ce niveau d'implication, ce niveau de responsabilité, et de l'autre qui puisse être épaulé, et je te rejoins totalement. À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de joueur qui en capacité de l'épauler. Moi, ce qui m'inquiète, Matt, c'est que on peut limite doubler l'inquiétude, c'est-à-dire qu'il y a à la fois sur le playmaking, il n'y a pas de personne pour l'épauler, et sur le scoring non plus. Parce que tu peux avoir un doute sur la capacité de... Alors oui, joueur A beaucoup de responsabilités en playmaking, mais il y a joueur B qui peut l'épauler sur le scoring. Là, il n'y a ni l'aspect playmaking, ni l'aspect scoring pour le suppléer. Donc, effectivement, c'est extrêmement inquiétant, surtout que, pour un peu revenir sur mon point de tout à l'heure, on connaît Tobias Harris. Voilà, on connaît Tobias Harris. Je vais pas en parler plus que ça. Malik Beasley, on connaît aussi. Avec un Jaden Ivey, on aurait peut-être cette surprise de se dire peut-être qu'il peut se révéler en playoff et tout. Il y a un peu une inconnue, quoi. On pourrait donner un peu de crédit à cet inconnu-là. Là, on sait. Voilà, on sait que on sait les joueurs avec lesquels on va devoir œuvrer du côté de Détroit. Si t'as rien à rajouter, Matt, on finit le dernier clou dans le cercueil de Détroit. Vous inquiétez pas, on fera ça pour toutes les équipes. voilà. On se trompera une fois, forcément. C'est l'attaque de demi-terrain, qui est une des plus mauvaises des 14 équipes dont on va parler. Oui, ils sont 12 ou 13e de NBA, mais en fait, le problème, c'est ce qu'il faut savoir. On peut se dire, oui, c'est bien, 12 ou 13, parce que t'es au milieu du peloton, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 16 équipes qui vont aller en playoff. Donc, en fait, c'est tout ça le gros problème. Quand t'es pas top 10, du coup, t'es dans les derniers au final. Donc, on le sait, c'est quand même une chose qui est très importante en playoff. Détroit aime bien un bon jeu de transition. Justement, je trouve depuis la nouvelle année, c'est une équipe qui essaye d'attaquer vite. C'est l'avantage quand tu as un playmaker comme Kate Cunningham, c'est que même des fois après un panier marqué, on lui donne le ballon, puis il y a souvent les passes qu'il fait quand il y a des joueurs qui courent. Il y a notamment Malik Beasley qui aime bien faire ça, qui court vite vers la ligne à 3 points. Il est rapidement servi. Mais le problème, c'est que en playoff, ce genre d'attaque, les équipes adverses, ils le savent. On l'a souvent vu et ils s'adaptent. Et qui veut dire s'adapter à la transition? Si tu as moins d'opportunités de transition, je pense que c'est là où ça va être problématique. Comme je disais tout à l'heure, Bickerstaff a fait du bon travail en trouvant des systèmes pour dynamiser un peu toute cette attaque. Mais bon, quand on voit le résultat par les chiffres, là, t'es du coup une équipe moyenne sur demi-terrain qui sera du coup dans les derniers, comme on l'a dit, en play-off. Et c'est un peu ça qui m'inquiète. Est-ce qu'on va pas revoir un peu les défauts de Cade? Ou comme j'ai dit tout à l'heure, on parle d'un joueur MIP souvent dans les médias,
mais il a toujours les mêmes défauts en fait. C'est pas un joueur il va quasiment pas au cercle. Il y a eu énormément de progrès par contre sur le pull-up, sur tout ce qui est short miss. En fait, il a progressé un peu dans toutes les zones du terrain, sauf le panier. Et c'est ça qui me pose problème. Et c'est pas un joueur non plus qui va beaucoup au lancer franc. Et c'est là aussi où Jaden Ivey va leur manquer parce que par contre, lui, c'est un joueur qui provoque énormément de lancers. Et même là-dessus, tous les paniers faciles en fait qu'une attaque pourrait avoir, ça va être compliqué de les avoir. Et sans non plus second ball handler qui peut prendre le relais là-dessus, ça va être également compliqué. Les Tobias Harris, les Malik Beasley qui sont plus des joueurs aller fin de chaîne ou alors qui peuvent un peu faire du connecting, je pense que du coup ça va être compliqué un peu pour cette attaque de performer. Je te rejoins complètement. Il y a une stat, c'est l'efficacité au tir, l'official field goal percentage sur les tirs créés par toi, self-created, comme c'est une stat qui existait. Les Pistons dans cette stat sont 15e, sauf que comme tu l'as dit, 16e, pardon, ça les classe parmi les pires équipes du plateau. Hein. C'est une stat où les Cavs sont premiers, les Celtics sont troisième, les Knicks sont quatrième, les Nuggets sont cinquième. Voilà, c'est une stat où les gros bonnets, les équipes dont on va parler dans les prochains jours, sont très bien classées. Et effectivement, ça rejoint un peu ton deuxième point, je trouve. Je suis assez inquiet quant à leur capacité d'être en accès au cercle. Malik Beasley, tu l'as dit, il est utilisé de manière un peu différente, mais quid des moments où il y aura peut-être pas Kate sur le terrain, est-ce que l'attaque va être capable de fonctionner? Tu l'as dit, Dennis Schroeder playoff, on a quand même déjà eu des échantillons et c'est pas si ouf que ça. Donc je te rejoins totalement. Ils ont cette capacité à créer de la transition et ça a été assez prouvé, il y a eu assez d'études sur le sujet. Faut aller dépasser un peu cette idée selon laquelle il y a moins de transition en playoff parce qu'il y en a toujours beaucoup en playoff, mais c'est vraiment le fait de pas être efficace sur demi-terrain. En général, c'est rédhibitoire en playoff. Donc je te rejoins complètement, Matt, et surtout, tu en as déjà un peu parlé, mais non seulement pour Cade, mais pour le reste de l'équipe, l'accès au cercle risque d'être assez compliqué. Et dernière chose, on parlait du 5 potentiel. Autant en saison régulière, tu peux un peu jouer sur le fait qu'Ozar, avec des systèmes de bigger staff, soit pas le meilleur shooter. En playoff, si une équipe a 5 matchs pour te scouter, ils vont se débrouiller pour que Ozar devienne un non-facteur offensif. Et là, tu commences à rentrer dans des problématiques très compliquées. C'est ça, parce qu'on le voit souvent, même des shooters moyens, ils les ignorent. Moi, j'ai des souvenirs de séries, même Tobias Harris qui est chez eux, aux Sixers, j'ai déjà vu des équipes l'ignorer parce qu'il n'a pas non plus le volume, parce que ça aussi c'est important, même s'il shoot bien, et quand tu sais que le joueur a dans ses tendances de pas beaucoup shooter, tu fais le pari que tu préfères le faire prendre plus de 3 points plutôt que d'avoir un tir plus rentable. Donc s'il commence un peu les équipes à faire ça, à vraiment serrer la peinture, à ignorer un peu Tobias, à ignorer complètement Osar Thompson, Jalen Duren aussi, qui peut être un peu ignoré, même si lui, on peut l'utiliser un peu avec la balle, ce qui a souvent été fait, c'est là où ça va être problématique. Du coup, Kate, qui a pas un premier pas dévastateur, comme on l'a dit, s'il arrive avec une raquette complètement bouchée, ça risque d'être problématique. Et c'est un peu le jeu des vases communicants où en fait si t'arrives plus en attaque, du coup ça veut dire par exemple Ozar Thompson tu peux plus le faire jouer, mais si de l'autre côté t'as une équipe comme je disais comme les Knicks ou comme les Pacers où t'as un Haliburton à stopper, que t'as plus Ozar Thompson mais que t'as préféré Malik Beasley, c'est là où tu peux te retrouver un peu dans des jeux d'échecs ou un peu sans solution finalement. Effectivement, c'est là où le fait d'avoir des joueurs qui sont cantonnés à une mission assez précise peut être rédhibitoire. Matt, je te propose d'avancer avec le motif d'espoir. Oui, il y a toujours un motif d'espoir. C'est notre troisième séquence. Le motif d'espoir, on a parlé d'attaque. On va aller de l'autre côté, la défense dont tu as déjà parlé. Oui, alors c'est ce que je disais. Donc c'est une équipe qui a extrêmement bien performé en défense sur cette deuxième partie de saison. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est en leur faveur pour ces playoffs. Je pense que ça peut extrêmement bien se transposer. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien dans cette équipe, c'est qu'ils ont... Ce qui est important en playoffs, souvent, c'est la taille. On le dit souvent, c'est quand tu as des joueurs avec une grande envergure, une grande taille, ça permet de boucher les espaces. Surtout aujourd'hui avec toutes les attaques dynamiques qu'on a, le shoot à 3 points, les accès au cercle, tout ça. Plus le jeu se dynamise, plus tu as envie d'avoir des joueurs dynamiques et des joueurs grands qui puissent boucher cet espace. Et c'est vrai que quand tu vas voir un peu la taille des joueurs, un des plus petits finalement, bon, si j'enlève Dennis Schroeder, on va dire, si on garde, moi j'ai pris Malik Beasley en exemple, il fait quand même 6'5", Malik Beasley, donc c'est quand même assez grand.
Et même lui, cette année, il y a eu des matchs sur lesquels je suis tombé, notamment contre Boston, où en termes de navigation d'écran et même tenir certains match-up, ils se débrouillaient plutôt pas mal. En fait, leur pari, tout simplement, c'est ils acceptent de switcher. Donc, par exemple, si on a un écran pour cibler Malik Beasley va switcher. Et comme on disait tout à l'heure, en fait, ils vont resserrer la raquette et ils vont préférer encaisser des tirs à 3 points. Ça, c'est vraiment leur schéma de jeu. C'est pour ça qu'ils sont quatrième en fréquence concédée au cercle. Donc ça, c'est vraiment une stat que j'aime bien. Généralement, quand tu fermes l'accès au cercle, ça se transpose bien en playoff. Et ils sont également sixième en efficacité aussi concédée. Donc ils ont vraiment le double effet de protection de panier. Donc ça, vraiment, c'est positif. Même si moi, je sais que je suis pas le plus grand fan de Jalen Duren en défense, il est pas mal limité. C'est pas le meilleur protecteur de cercle, très clairement. C'est pas vraiment sa force. Il est mobile. Et par contre, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Ils ont Isaiah Stewart en défense qui, par contre, lui En a boxeur, vraiment des chiffres. Ouais. du coup. Mais paradoxalement, il a vraiment des chiffres très élites en protection de cercle. C'est vrai que quand on regarde les matchs, moi, j'avais souvenir d'un joueur qui était pas trop discipliné, qui faisait souvent des fautes. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu des gros progrès cette année, où il y a un peu moins ce côté bagarreur, comme tu dis. On a vraiment affaire à un joueur qui est très bon en protection de cercle. Et il y a eu notamment un match contre Boston où il est souvent utilisé dans la seconde unité, où il a fait vraiment un excellent travail, et même toute l'équipe de Détroit, où en fait, comme je disais, leur pari, c'était vraiment on le sait, Boston adore faire ça, et c'est un peu les attaques qu'on retrouve en playoff, où c'est du attaque de mismatch. Et Détroit, j'ai trouvé, a été excellent là-dedans. Et pour ça, je pense que c'est un vrai motif d'espoir, où on sait qu'en playoff, la plupart des équipes, je vais reprendre notamment les Knicks, ils vont faire ça avec Jalen Brunson, j'imagine très bien. Même les Pacers, on pourrait se dire, ils le font pas trop, mais le dernier match que j'ai vu d'eux, contre les Lakers, ils l'ont énormément fait, que ce soit avec Siakam ou avec Tyrese Haliburton. Et je trouve qu'ils ont largement le personnel pour tenir ces joueurs-là. Et c'est là où on va pas griller la fin, mais le match-up, notamment, principalement au premier tour, sera déterminant parce que cette capacité, tu l'as dit, Matt, à aller éloigner certaines équipes du cercle, que ton match-up soit Boston, même si c'est peu probable qu'ils jouent Boston au premier tour, voire quasiment impossible à l'heure actuelle, ou que ton match-up soit New York, une équipe qui préfère beaucoup plus aller au cercle, cette capacité à éloigner les autres équipes du cercle aura peut-être pas la même importance dans la série. Mais je te rejoins sur le fait que on parle souvent de cette idée de défense et de maillon faible en défense. J'allais faire une vieille vanne. Ils disent pas au revoir, ils disent bonjour. Du coup, Laurence Boccolini. Bref, parce que il y a pas de trop gros liens faibles. Moi, je maintiens que Malik Beasley, je l'avais vu beaucoup la saison dernière avec les Bucks. Ce qui posait problème au fait de Malik Beasley, à la défense de Malik Beasley, c'est le fait que à côté de lui, il y avait aussi Damian Lillard. Voilà, ça aidait pas. Mais dans une défense où il y a des joueurs plus grands, où il y a un peu plus de discipline, même si il y avait les derniers Brook Lopez et Giannis. Passons. C'est une défense qui se tient. Je pense que c'est une défense surtout qui peut tenir la dragée haute d'un point de vue athlétique. On l'a déjà dit, mais t'as Ozar Thompson, t'as Tobias Harris, Cade est assez grand, Jalen Duren n'est peut-être pas le défenseur du siècle, mais il est assez physique. Donc, moi, je te rejoins. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la défense? Il y avait aussi le playmaking défensif que j'aime bien, parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros jump par rapport à ça, où ils étaient 19e avant le 1er janvier, et là aujourd'hui ils sont 4e. Alors je pense qu'à mon avis, j'ai pas été vérifié en détail, mais je pense que mettre dans le 5 majeur Osar Thompson a pas mal aidé, et avoir du coup des 5 plus grands. Et il y a aussi un autre aspect qui saute vraiment aux yeux, je trouve, c'est le rebond. Ils sont vraiment excellents au rebond défensif, et je trouve que c'est un peu une partie qu'on parle pas souvent. On parle souvent de rebond offensif, de ce genre de choses, mais le rebond défensif est vraiment extrêmement important, puisqu'en fait, c'est simple. Si tu fais des stops, mais que le rebond défensif, tu le prends pas, ça fait une autre possession pour l'équipe. Et on est un peu aussi dans une NBA où la bataille des possessions est importante, et je trouve que Détroit fait aussi un excellent travail là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Matt? Ou est-ce qu'on passe aux joueurs clés? J'allais te faire une blague avant qu'on enregistre. J'allais te dire joueur clé, et du coup, je t'ai demandé ton joueur clé en avant. Je n'aurais pas dû le demander. Je me suis dit, tu vas quand même pas me mettre... Alors, joueur clé, je précise, hors superstar. Bien évidemment, oui. Cade a une partie du destin des Pistons en main. Oui, mais c'est pas marrant parce qu'autrement, on va choisir le meilleur joueur de chaque équipe. Et du coup, la blague, c'est que
tu m'as effectivement choisi Tobias Harris. Alors pourquoi c'est le joueur clé, Ouais. Matt? Bah, c'est vrai que même moi, j'y crois pas trop, hein, en étant. Je salue Amine, hein, parce que je sais que lui aussi, c'est un peu pareil. Mais bah, j'ai mis Tobias Harris, mais en fait, je suis un peu obligé, parce que déjà, c'est le plus gros salaire de la franchise, il faut le savoir, C'est vrai. avec 25 millions. Donc, à un moment donné, bah, qui dit gros salaire, dit t'es obligé quand même d'avoir une importance sur le terrain, puisque normalement, c'est censé être Cade, mais Cade, son extension prend effet l'année prochaine. Donc, c'est Tobias Harris le plus gros salaire, en plus de 10 millions par rapport au deuxième. Et pourquoi c'est le joueur clé? Il y a aussi alors c'est pas une stat que j'aime bien d'habitude, mais je vais quand même la dire. C'est en fait le net rating quand il est sur le terrain, c'est le meilleur de Détroit. Je pense pas que ça veut dire que c'est Tobias Harris, hein, le meilleur Bien joueur de joué. Détroit. C'est juste qu'il est utilisé dans les 5 qui performent le mieux. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les matchs de Détroit, ça m'a quand même sauté aux yeux. J'ai quand même bien aimé sa saison à Tobias Harris. En fait, ça m'a rappelé, on en parlait avec Amine. Je suis obligé un peu de parler de Philly, vu qu'il est, pour moi, il est complètement lié aux Sixers. Mais en fait, ça m'a rappelé la saison où il y avait Harden. Et j'ai trouvé que la meilleure saison de Tobias Harris, ça a été quand il y avait James Harden aux Sixers. Et je fais le parallèle avec Cade. Je pense que c'est pas un hasard que Tobias Harris reperforme à nouveau. C'est parce qu'en fait, bah, il a un playmaker élite à côté de lui. Et je pense que bah, il cache en fait les défauts de Tobias Harris. Tobias Harris, je pense que beaucoup de gens, en tout cas avant, moi aussi, j'attendais souvent ça de lui quand il était à Philly. On attendait qu'il soit un peu ce deuxième, troisième créateur. Mais en fait, ça n'a jamais vraiment été le cas. Tobias Harris peut un peu attaquer des mismatchs. Je l'ai souvent vu utilisé comme ça par Simoni à Détroit. En fait, bah, quand il avait un switch favorable, il l'attaquait en post-up avec plutôt une bonne efficacité. Donc, ce serait pas mal de revoir ça un peu en playoff parce que, comme on disait, Cade va avoir une charge énorme. Il faut qu'il y ait un autre joueur qui prenne le relais à un moment donné. Donc, j'espère qu'on n'aura pas un Tobias Harris qui a un peu cette tendance à se cacher ou arriver souvent au premier tour de playoff, il performait parce que bah, l'équipe rencontrée était une équipe faible. Mais dès qu'on arrivait à des équipes qui sont 4, 5e, 2, 3e de leur conférence, bah, c'est là où ça bloquait. J'ai notamment des souvenirs contre Boston, où justement face à des forts ailiers comme ça, il a jamais été bon parce que bah, le problème c'est que c'est pas un joueur, pas un joueur qui crée à partir de rien. C'est un joueur soit qui a besoin d'un pré-décalage, soit qui a besoin d'un mismatch. Donc là, avec Cade, cette équipe aussi qui essaye un peu des fois d'attaquer les mismatchs, j'espère que Bickerstaff aura un peu des cartes un peu à apporter là-dessus, qui puisse un peu attaquer des mismatchs adverses, notamment il y a les Knicks ou les Pacers, s'ils se retrouvent face à Haliburton, qu'on n'hésite pas un peu à appuyer là-dessus pour se créer des paniers faciles. Surtout qu'on va glisser tranquillement vers ça, Matt, mais on est dans une situation où, contrairement à l'année dernière, c'est là où peut-être que le format est plus intéressant encore, on peut anticiper pour certaines équipes d'ores et déjà les match-ups potentiels et parmi les ailiers que tu dois rencontrer si tu es Tobias Harris, vraisemblablement l'adversaire au premier tour des Pistons sera soit Bucks, Pacers, Knicks, c'est soit Giannis, soit Pascal Siakam, soit la ribambelle d'ailier des Knicks. Donc globalement, les endroits où tu peux te cacher, j'en vois pas vraiment. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et aussi, tu parlais de playmaking, il y a cette notion de prise de responsabilité, tout simplement. C'est un truc qu'on valorise un peu aussi chez Dunk Hebdo, le fait d'augmenter ton volume au moment où ton équipe en a besoin et où le niveau global augmente. Et effectivement, c'est le joueur clé parce qu'on va dire que dans sa carrière, Tobias Harris a rarement prouvé sa capacité à le faire. Je te rejoins complètement. Et très intéressant le point sur le fait que j'avais pas fait le rapprochement. Sa meilleure saison en carrière ou en tout cas une très bonne saison avec Cade, pour faire le parallèle avec sa très bonne saison avec James Harden. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour Tobias Harris ou est-ce que le calvaire s'arrête? Non, le calvaire s'arrête. Ok. Eh bien, on va terminer avec le plancher-plafond de cette équipe. Alors, plancher-plafond, est-ce qu'on n'est pas sur on est à ras du sol, c'est-à-dire que le plancher, visiblement, vu qu'ils vont être top 6, c'est le premier tour. Le plafond, est-ce qu'il passe un tour? Est-ce que tu peux y croire? Moi, j'ai mis que oui. Parce que, alors, ils ont deux avantages. C'est qu'ils sont à l'Est, déjà. Et forcément, ils n'auront pas un match-up défavorable, on va dire. Là, à l'heure actuelle, ils rencontreraient Indiana. Euh, je- Franchement, je pense que ça peut être au minimum une série serrée. Et je les vois pas pourquoi. Ça peut être possible qu'ils les battent. Parce qu'il y a quand même certains mismatchs qui peuvent attaquer.
Je pense que leur défense, comme j'ai dit tout à l'heure, peut très bien se transposer. Franchement, sur Pascal Siakam ou Haliburton, ils peuvent vraiment les gêner. En plus, Haliburton a un peu des fois cette tendance à c'est un peu le côté Chris Paul avec des fois avec Haliburton, c'est le côté usage qui augmente, c'est pas trop sa force. C'est Je crois un que tu allais fort. me dire le côté Tobias Harris. Non, quand même pas. Non. Donc ouais, je pense que Indiana, je pense que ça peut être au minimum une série disputée. Il y a pendant un moment, ils étaient longtemps accrochés à cette 6e place, donc ce qui était synonyme. Moi, je m'étais un peu préparé à ce qu'ils rencontrent les Knicks. Donc c'est pareil, s'ils rencontrent les Knicks, ben comme je disais tout à l'heure, leur défense, je pense pareil, peut extrêmement bien se transposer. Pour moi, l'archétype parfait pour défendre Brunson, c'est typiquement Osar Thompson. Parce que souvent, Jalen Brunson, ce qu'il aime pas, c'est avoir quelqu'un de beaucoup plus grand que lui. C'est souvent le choix que font les équipes, c'est de mettre un ailier long pour le gêner. Je me rappelle notamment, Indiana avait mis Aaron Nesmith quasiment toute la série l'année dernière pour le gêner, ça avait plutôt bien marché. En plus, Aaron Nesmith, c'est pas le plus discipliné. Là, Osar Thompson, on a quand même affaire à un défenseur qui est beaucoup plus fort. Moi, j'ai même souvenir d'un match. Alors, c'était la saison dernière, c'était sa saison rookie à Osar Thompson, mais il avait fait vivre un calvaire à Shai Gilgeous-Alexander. J'avais jamais vu un joueur défendre aussi bien Shai. Donc, j'imagine très bien qu'il puisse faire ça face à Bronson. Bon, par chance, c'est moi aussi qui vais faire les Knicks plus tard. Hein. Je spoil un peu les auditeurs, mais moi, c'est vrai que j'ai des gros doutes aussi sur sur la création des Knicks à part Bronson. Et s'ils arrivent un peu à éliminer, on va dire, Bronson, ça peut. Je pense qu'ils peuvent aussi, au minimum, je pense que c'est une série serrée, ils peuvent pourquoi pas passer un premier tour. Alors, si on fait au cas par cas, non, on fera pas les Knicks ensemble. Tu seras avec Greg, du coup, ça sera très intéressant parce que vous n'avez pas le même point de vue du coup sur les Knicks. Par rapport aux Knicks, moi, je suis assez inquiet on a beaucoup insisté sur l'aspect physique des Pistons et dans une série potentielle face aux Knicks, en fait, cet aspect-là est un peu éliminé. Donc, c'est ça qui m'inquiète un peu. Alors, je vais m'appuyer sur un truc qui peut être totalement contredit, mais bref, c'est le côté mec qui a fait des facs d'histoire. Moi, ce qui me terrifie, c'est que dans les 3 cas, l'historique est pas du tout en faveur des Pistons, dans le sens où ils ont perdu 16 de leurs 18 derniers matchs contre les Knicks. Bon, vous allez me dire, ils n'ont pas été bons ces dernières saisons. Ils ont gagné les 2 derniers contre les Knicks. C'est assez rassurant. Mais c'est plutôt cet aspect un peu physique qui m'inquiète. Et le fait que, on parlait de Tobias Harris, sur la ligne, sur les ailes, t'es pas super en avantage avec Tobias Harris ces dernières choses. La chasse du mismatch de Brunson, si c'est Malik Beasley qui défend le point d'attaque, ok. Mais comme on l'a dit, on en a déjà parlé tout à l'heure, si tu mets Osar Thompson, j'ai peur que, en gros, offensivement, tu sois plus assez productif. Indiana, j'ai peur, et les 4 affrontements de cette saison l'ont un peu prouvé, j'ai peur qu'Indiana les amène sur des matchs d'attaque où il faut scorer, et que, en fait, ça tient plus. En fait, du côté des Pistons, qu'on puisse pas assez scorer. Dernièrement, ils se sont joués 2 fois depuis le fameux 1er janvier, où tu en as assez bien parlé. Ils ont un peu, les Pistons, se sont assez améliorés. Ils perdent 2 matchs, et le dernier qu'ils perdent, les Pistons, ils le perdent 133-119. Enfin, c'est des matchs à très très haut scoring, ça qui m'inquiète. Par contre, et c'est moi qui m'attaquerai aux Bucks, fou là là, je suis très 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 inquiet pour les Bucks, parce que je laisse la preview des Bucks, je vais pas la spoiler. Il y a une inquiétude autour de Damian Lillard. On sait pas si Damian Lillard sera là. Certes, les Bucks ont gagné les 11 derniers matchs contre les Pistons, mais il y en a 2 qui arrivent bientôt là, qui vont être extrêmement importants pour le seeding, et mon petit doigt me dit qu'ils vont perdre un, voire les 2. Et là, s'il n'y a pas Damian Lillard, c'est une équipe des Bucks qui est tous. C'est la victime expiatoire parfaite pour les Pistons. Donc je veux pas spoiler les autres previews, mais si demain c'est le Bucks Pistons, je pense que c'est la preview où je donne peut-être les Pistons gagnants. Ouais, après je sais pas si ils sont quasiment à égal. Je sais pas si c'est faisable. C'est difficile. Faudrait qu'en gros faudrait que les Pacers tombent, quoi. En gros, faudrait que ça soit le 4-5, quoi. Faudrait que ça soit le 4-5. Je regarde là, ils ont 2 défaites d'écart entre Pacers et Bucks. Ouais, je pense que c'est plus probable que ce soit Pistons ou Knicks que les Bucks. Ouais. C'était pour donner un peu de baume au cœur aux fans des Pistons. Et bien évidemment, Matt, on est d'accord que d'aventure, si ça passe un tour, celui d'après, ça tombe, quoi.
Voilà, ça, Oui. ouais. Même passer un tour, c'est vrai que je suis peut-être un poil optimiste, mais je me dis que la défense, plus quand même l'attaque de pick and roll on sait que c'est souvent des attaques qui arrivent bien à se transposer, arriver en playoff, même si on a dit toutes les limites de Cade. Ouais, je veux dire, le grand maximum, c'est qu'il passe un tour, mais si tu me demandes quel est le plus probable, c'est quand même qu'il soit éliminé. Mais par contre, je les vois bien prendre minimum 2 matchs. Je serais pas étonné que ce soit une Une équipe série longue, quoi. accrocheuse, parce que comme on a dit, il a des équipes fortes défensivement comme ça où vraiment la défense peut bien se transposer, je pense que ça peut être problématique. Et rappelons que du coup, s'ils prennent un match, ce serait quand même la première fois depuis Mathusalem. Parce que ils n'ont pas pris un match de playoff depuis 2008. Hein. Ils n'ont pas gagné un match de playoff. Ouais, c'est fou. Je tiens juste à rappeler, je l'ai écrit dans mes notes, c'est mon côté, je salue Ilias, c'est mon côté gamin. Ils ont du coup pas gagné un match depuis la première année de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Où ils n'ont pas gagné un match de playoff depuis Obama n'était pas encore élu, c'était George Bush. Hein. La dernière fois qu'ils ont gagné. C'est fou. La dernière, c'est ma préférée, Victor Wembanyama avait 4 ans. Voilà. Ah ouais. La dernière fois qu'ils ont gagné un match de playoff. Donc, ce serait une vraie victoire, hein, parce que Ouais. tu nous aurais dit en septembre, les Pistons peuvent gagner un match de playoff, on aurait probablement rigolé. Donc, c'est une vraie victoire sûr, pour eux. Eh bien, Matt, félicitations. Tu as ouvert le bal du coup de ces 14 jours, de ces 2 semaines de preview avec les Pistons. On se retrouve demain, encore une fois avec moi, vous allez devoir me subir pour parler de l'autre équipe qui était absente du Power Ranking et on en avait beaucoup entendu parler de l'absence de cette équipe. On va s'envoler du côté de Golden State, on va partir du côté de San Francisco demain pour parler des Warriors. Merci Matt. Tu l'as annoncé, on te retrouvera dans quelques jours pour parler des Knicks. Dans un épisode, ça va être un de mes préférés là parce qu'il va y avoir un affrontement de points de vue entre Greg qui est plutôt chaud sur les Knicks et toi, on l'avait vu dans le Power Ranking qui était un peu plus sceptique vis-à-vis du destin des Knicks en playoff. Eh bien, on est parti pour 14 jours. Pendant ces 14 jours, n'hésitez pas à nous soutenir sur les plateformes de podcast en nous écoutant, en vous abonnant, en notant les podcasts évidemment, sur YouTube aussi, et puis toujours sur Twitter. Matt, on se repose, on a besoin de repos là, et puis on se retrouve dès demain. Salut! Salut!